L'affaire que je vais vous relater dans cet épisode de Fondu commence de manière assez légère, presque trop absurde. Comme vous le savez, Oscar a un transit intestinal très efficace, peut-être, à son grand malheur, trop. C'est d'ailleurs une des blagues récurrentes qu'on lui adresse. Mais ce matin-là, c'était sans doute le caca de trop. À 15h07, il envoie plusieurs messages où il explique la situation. Elle est assez confuse. Sa mère. Déjà, on a dû creuser dans l'allée pour trouver la plaque. En dessous de la plaque, 90 kilos collés au sol, on a pied-biché pendant 30 minutes. C'est censé être la pompe de relevage. Normalement, autour de la pompe, il y a un espace. Genre, il n'y a pas que la pompe dans le trou. Là, rempli de caca. Genre, des kilos de merde. On a creusé 4 mètres, on voit pas le fond. Et c'est pas du caca à l'eau, genre. De la vraie merde. Pitié, les gars. Je vous jure, j'en peux plus. Déjà, j'ai pioché pour trouver la plaque. Après la soulever, on a galéré. Ensuite, on découvre une réserve de merde. On comprend rapidement que la pompe de relevage, qui sert à réguler le niveau de l'eau automatiquement, est noyée par du caca, littéralement. Au moins 4 mètres. Pour rappel, la hauteur sous plafond conventionnel est aujourd'hui de 2,50 m environ. Vous vous rendez bien compte qu'essayer de vider une station de relevage avec des pelles à sable pour enfants, avec l'odeur et le dégoût que suscitent les excréments, est une mission ardue. Ainsi, au lieu de s'entêter à essayer de vider les kilos de caca, les moutons vont faire appel à une société de drainage. L'électricité et l'eau sont coupées pour éviter d'empirer la situation. Le camion de drainage arrive une dizaine de minutes plus tard. Le camion. Il va vider entièrement la station de relevage du caca. C'est là qu'Oscar va remarquer quelque chose. Au fond de la station de relevage, il y a une trappe. La nuit tombe. Tout le monde dort, sauf Oscar. Comme souvent, il est en proie à des insomnies. Si vous avez déjà vécu cette situation, vous savez qu'à ce moment de la journée, le moindre bruit est décuplé. Pas étonnant donc qu'Oscar entende les coups. Les coups qui viennent de la trappe. Que faire? Ignorer? Aller voir? Réveiller quelqu'un? Est-ce une hallucination? Est-ce quelqu'un qui a besoin d'aide? Oscar va faire un choix, et vous savez déjà lequel. Il s'empare d'une lampe torche, de son téléphone, et sort dehors. Les coups continuent de retentir. Il s'approche de la trappe. Il lui suffit de soulever la plaque pour accéder à la station de relevage. Les coups s'arrêtent. Oscar attend. Rien. Le silence de la nuit. A-t-il imaginé ces bruits? Plus il y pense, plus cette idée lui semble probable. Après tout, pourquoi quelqu'un frapperait-il des coups contre une trappe au fond d'une station de relevage? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Les égouts? Beaucoup de questions, et le seul moyen d'y répondre, c'est d'ouvrir cette trappe. Et c'est ce qu'Oscar va faire. Ce qu'il va trouver sous cette trappe va le confronter à un mystère aussi vieux que l'homme, à savoir l'existence d'un monde souterrain. Avant de continuer à raconter ce qu'Oscar a vécu, un petit cours d'histoire s'impose. L'idée d'un monde souterrain a toujours existé chez l'homme. Les enfers dans la mythologie grecque, Svartalfheim, Muspelheim et Helheim, les mondes les plus bas dans la mythologie nordique, pour les origines les plus primitives. Bien plus tard, au XVIIe siècle, lorsqu'on commençait à s'interroger sur ce qu'est la Terre, sa place dans l'univers, notamment avec les justifications de l'héliocentrisme par Galilée, une théorie va être émise sur la constitution de la Terre. Pour faire simple, selon la théorie, notre planète serait une coquille creuse de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Dans cette coquille, il y en aurait deux autres emboîtées, elles aussi creuses. À l'intérieur de la dernière, il y aurait un noyau. Chacune de ces coquilles tourne à des vitesses différentes, ont des pôles magnétiques et des couches atmosphériques propres. Ces couches seraient éclairées par des aurores boréales. L'émetteur de cette théorie, Edmund Halley, admet aussi que ces couches pourraient être habitables. Une autre théorie, formulée au XIXe siècle par un officier de l'armée américaine, James Clive Symes Jr., expliquait que la Terre était percée à ses pôles de deux trous de 2000 km. À l'intérieur de la planète, 4 autres coquilles, elles aussi percées à leur pôle. Pour prouver sa théorie, il monte une expédition pour aller au pôle Nord, mais le président américain de l'époque, Andrew Jackson, annule celle-ci, car il pensait que la Terre était plate. Ouais. En 1864, Jules Verne écrit un des romans d'aventure et de science-fiction les plus importants de son siècle, Voyage au centre de la Terre. Le livre raconte l'histoire d'un scientifique et de son neveu qui déchiffre un mystérieux parchemin affirmant que l'on peut accéder au centre de la Terre en passant dans le cratère d'un volcan islandais.
Ils vont découvrir sous terre une vie foisonnante, une mer intérieure, une forêt de champignons géants, des créatures marines censées être disparues depuis des millions d'années, des murs de cristaux gigantesques, et même un géant, berger de mammouth. L'expédition ne parviendra en fait jamais au centre de la Terre, mais ressortira par le volcan Stromboli, non loin de la Sicile. À partir de là, c'est une interprétation personnelle et liée forcément aux théories de la Terre creuse évoquées juste avant. On pourrait faire ainsi un parallèle entre ces deux entrées vers le centre de la Terre et les deux trous au pôle de Symes. Les animaux disparus peuvent être une métaphore pour un peuple ancien qui subsisterait sous terre, entouré de richesses, les cristaux par exemple qui pourraient constituer leur habitat sous forme d'un palais en pierres précieuses. Ce qui nous amène à parler des mythiques villes et civilisations souterraines. En 1873, Louis Jacolieu, dans son livre Les Fils de Dieu, évoque une ville sainte de la religion hindouiste, Asgartha. C'est l'une des premières mentions de cette cité mythique en littérature. En 1910, Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre publie Mission de l'Inde en Europe, Mission de l'Europe en Asie, la question du Mahatma et sa solution, où il dévoile l'existence d'un royaume souterrain, Agartha, en plein cœur de l'Himalaya, où vivrait un peuple échappé de Babylone depuis 5 millénaires, dans un système utopique entre nature et divinité. Éclairé par un soleil intérieur, on y retrouverait une bibliothèque de plusieurs kilomètres et des archives dévoilant les secrets les plus cachés, des hommes pouvant accéder à l'enfer où vivraient des êtres griffus volant dans une fournaise. Les habitants d'Agartha pourraient aussi se métamorphoser et se transformer en d'autres espèces. Par exemple, un homme à 2 langues qui pourrait tenir 2 conversations différentes en 2 dialectes distincts en étant parfaitement compréhensible, ou encore un être à l'allure de tortue, à 4 bouches et 4 yeux, disposé sur des pédoncules et possédant plusieurs pattes pour se déplacer plus vite. Ces hommes auraient été chassés de la cité par une révolte populaire, et leurs descendants seraient les Bohémiens. Bon, il continue ensuite en abordant des questions politiques et géopolitiques que je vous épargne. Pour en finir avec cette parenthèse, sachez qu'il existe beaucoup de théories concernant des passages souterrains, des tunnels cachés, une thématique notamment abordée dans l'excellent Under the Silver Lake, que je vous conseille fortement. Si vous souhaitez un peu de lecture, je ne peux que vous conseiller Le Pendule de Foucault, un roman assez dense qui traite de complotisme. Revenons à Oscar. Il se trouve au-dessus de la trappe ouverte. Il peut voir un conduit, mais la lumière de la lampe ne parvient pas à en éclairer le fond. Sur l'une des parois, une échelle métallique. Elle n'est pas rouillée, la peinture n'est pas écaillée. Elle semble récente, mais pas neuve. Elle a sûrement déjà été empruntée. À nouveau, Oscar va prendre un temps pour la réflexion. Attendre le matin, s'endormir, pour surveiller que personne ne sorte de la trappe, appeler de l'aide dès maintenant. Aucun de ces 2 choix ne semble lui convenir. Il va donc s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. La descente est longue. Il n'emprunte pas une, mais plusieurs échelles, séparées par des plateformes métalliques. Difficile d'estimer à quelle profondeur il se trouve. Entre 25 et 60 mètres sous terre, peut-être plus. Une fois au fond du conduit, Oscar va remarquer plusieurs choses. Il est entouré de béton, comme dans un parking souterrain ou un sous-sol d'un bâtiment industriel quelconque. Ensuite, sa connexion internet fonctionne encore, alors qu'il est à plusieurs dizaines de mètres sous la surface. Comme si c'était volontaire, et ça l'est probablement. À partir de maintenant, il va envoyer des vidéos pour garder une trace de ce qu'il voit. Au cas où il perd son téléphone ou se perd dans ce sous-sol, les autres membres du FC Poète auront au moins des preuves de ce qu'il a vécu. La première vidéo qu'il envoie montre qu'il est dans une sorte de pièce en béton brut, nu. Il retourne en arrière pour montrer l'échelle par laquelle il est descendu. Cette vidéo a été envoyée à 2h56, soit environ 35 minutes après les premiers coups entendus. La vidéo suivante est envoyée à 3h15. Oscar se trouve dans ce qui semble être le même sous-sol. Vous comprendrez bientôt pourquoi je dis le même. Tout est bétonné autour de lui. Il y a un passage sur sa gauche, en face de lui, un encadrement de porte. Le mur du fond est couvert de carrelage. Il va continuer à avancer tout droit, sans donner de nouvelles, jusqu'à 4h. Rien de particulier ne se passe durant cette plage de temps, probablement le même enfilement de couloirs bétonnés, vides, plongés dans le noir. Mais ces couloirs aboutissent quelque part. Dans une pièce avec ce qui ressemble à une citerne d'eau, qui fuit sûrement étant donné que la pièce est légèrement inondée.
Du côté gauche de la pièce, on distingue quelque chose comme un conduit qui descend vers le bas, entièrement submergé par l'eau. On arrive encore à distinguer une partie de l'échelle qui émerge hors de l'eau. On pourrait donc descendre encore plus bas que le niveau actuel où se trouve Oscar. Celui-ci va ensuite sortir de cette pièce pour continuer son chemin dans les tunnels labyrinthiques. Il emprunte probablement le couloir que l'on voit avant que la vidéo ne se fige. La vidéo suivante est envoyée une vingtaine de minutes plus tard. Oscar semble se trouver dans une partie similaire à celle de la vidéo précédente. Le sol n'est plus inondé, mais on reconnaît quand même les murs en béton. Il se trouve dans une pièce dans un état pitoyable. Le sol est noir de crasse, il est jonché de papier ou de tissus déchirés et sales. Il y a des meubles avec des tiroirs qui débordent de sacs poubelles. Il semble y avoir des boîtes empilées les unes sur les autres. Au fond, des étagères sont remplies de ce qui a l'air d'être du matériel électronique, complètement délabré, avec des câbles et des fils électriques qui sortent de partout. C'est néanmoins le premier signe de vie que va rencontrer Oscar dans les souterrains. En effet, il y a bien quelqu'un qui a dû amener ça sous terre après la construction, et encore quelqu'un ou bien quelque chose qui a saccagé tout cela. Dans la suite de la vidéo, Oscar continue dans le couloir, et on voit un élément qui m'a totalement perturbé. Un élément qui n'a absolument rien à faire 50 mètres sous terre. Du parquet. On voit une seule pièce, presque vide à l'exception de détritus, au mur carrelé, dont le sol est couvert de parquet. Une seule pièce avec du parquet. Le reste du sol est recouvert de lino ou d'un revêtement plastique quelconque, mais il y a une pièce avec du parquet. C'est à la fois complètement absurde et terrifiant. Rendez-vous compte, à une demi-centaine de mètres sous terre, il y a une pièce unique avec du parquet. Et cette vision hallucinée m'a permis de remarquer autre chose, qui confirme qu'il y a bien de la vie dans ces tunnels. Il y a une bouteille d'eau en plastique qui traîne à l'entrée de la salle. On voit ensuite furtivement une autre pièce, devant laquelle sont entassées des planches de bois. C'est sûrement une pièce comme la première, qui stocke des meubles détériorés. Oscar se retrouve ensuite face à un escalier qui descend dans les profondeurs, ou qui remonte vers lui. Je descends. Il est 4h23. Tout le monde dort. Et la question qu'Oscar va poser ne recevra aucune réponse. Face à ce silence, il va continuer sa plongée vers les profondeurs de la Terre, et bientôt, de l'esprit humain. Après sa descente, Oscar va se retrouver à proximité d'une voie ferrée. On peut se dire qu'il est depuis le début dans les entrailles du métro, ou dans une sorte de mine moderne. Seulement, il n'y a ni l'un ni l'autre là où habite Oscar. Dans cette vidéo, on voit un tunnel près des rails. On n'en voit pas le fond, on n'arrive pas à distinguer s'il y a un coude, un virage, mais une chose est sûre, il y a de la lumière. Néanmoins, il est difficile de déterminer sa source. Ça peut être un affichage lumineux, comme pour signaler une sortie ou autre chose, des petites fenêtres qui laissent une lueur s'échapper d'une pièce, ou même des trous. Ce n'est pas un signe évident de vie, c'est peut-être un éclairage permanent dans l'hypothèse des fenêtres et des trous. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. En parlant de signes de vie, Oscar va tenter d'en trouver un. On ne sait pas ce qui se passe précisément entre 4h23 et cette vidéo, postée une vingtaine de minutes plus tard, mais cette vidéo peut en être un aboutissement, une conséquence. Je vais arrêter de tourner autour du pot, je vous laisse constater par vous-même. Oh! Je vais expliquer ce qui se passe dans cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas compris. Oscar, pour une raison ou une autre, va pousser un cri dans ce tunnel. Et, moins d'une seconde plus tard, on va réentendre le cri. Je dis bien réentendre. Il peut s'agir d'un écho, même si j'en doute, mais après tout je ne connais pas la configuration du tunnel, ni la manière dont le son s'y propage, et je ne suis pas un expert en la matière. Je dirais plutôt qu'il s'agit du même cri poussé depuis l'autre bout du tunnel. Quand je dis le même, c'est vraiment que le cri est identique, en termes de durée et de dessin sur le crête-mètre. Je ne sais pas comment c'est possible, c'est peut-être effectivement un écho, ou un système d'enregistrement audio qui renvoie les sons de leur provenance pour une raison quelconque. J'essaie de trouver une explication, un raisonnement logique à cette vidéo, mais je n'ai pas assez d'éléments pour affirmer une thèse plutôt qu'une autre. Avec la prochaine vidéo, on apprend quelque chose d'assez futile, c'est qu'Oscar ne filme pas directement avec son application appareil photo, ou de la capture vidéo incluse sur Twitter, mais celle de Snapchat. Je n'ai pas la raison exacte, mais il privilégie sans doute cette option pour économiser du stockage. Peut-être aussi car on voit dans la vidéo le flash activé, et dans mon cas, et peut-être dans celui d'Oscar, le flash ne marche pas avec la capture vidéo de Twitter. Mais en soi, c'est pas important, j'essaie juste de prendre chaque élément et de leur donner une explication, à défaut d'en avoir une pour les événements plus anormaux.
Revenons-en à cette vidéo. C'est jusque-là la plus terrifiante et déroutante. Je vous laisse la voir. On y voit, dans un couloir, une silhouette à une trentaine de mètres, d'abord immobile, puis qui entre dans une pièce à sa gauche, d'où sort avec abondance de la lumière. C'est une silhouette assez grande et trapue, probablement un homme adulte, à la couleur de peau indistincte. Il pourrait être blanc, du moins c'est l'impression qu'on en a sur cet arrêt sur image, mais ça peut aussi être un effet de lumière, et qui porte un blouson de cuir brun, un pantalon de couleur sombre et des chaussures qui ont l'air assez solides et épaisses. La silhouette n'a pas l'air d'avoir vu Oscar, et celui-ci n'a pas l'air d'avoir voulu l'appeler pour demander de l'aide. Quelque chose dans son allure ou dans son attitude lui a sans doute semblé inquiétant, voire dangereux. C'est, en effet, peut-être la personne qui frappait des coups contre la trappe ou qui a complètement mis en pièces la salle crasseuse remplie de meubles de rangement. Il y a, dans cette vidéo, un dernier détail qui me semble important à évoquer. L'annotation que fait Oscar, on n'est pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que c'est l'explication logique consistant à dire qu'Oscar n'est pas seul dans ces tunnels, qu'il y a effectivement quelqu'un d'autre ? C'est une constatation facile à faire. Déjà par la vidéo en elle-même, qui montre pourquoi il n'est pas seul, mais aussi par les éléments auxquels on a été confronté précédemment. Les coups contre la trappe, la pièce dans un état lamentable, la bouteille d'eau, peut-être même le cri poussé. Est-ce qu'Oscar souhaitait dire « on n'est pas les seuls » ? Je sais pas, je veux pas affecter votre vision de ce cas, mais certains événements postérieurs vont venir confirmer, je pense, mes propos. Nous y reviendrons en temps voulu. Néanmoins, ce qui s'est passé entre le cri et cette vidéo reste obscur. On ne sait pas ce qu'Oscar a vu ou entendu, et on le saura sûrement jamais. La vidéo suivante est envoyée seulement quelques minutes plus tard. Sans doute Oscar a-t-il attendu que l'individu se soit suffisamment éloigné avant de poursuivre dans la même direction. Même s'il semble que le tunnel continue à gauche, Oscar a préféré aller là où il y a de la lumière. C'est un dilemme en effet compréhensible. D'un côté, la suite du tunnel obscur qui va le mener on ne sait où, de l'autre, un chemin éclairé, avec certes la silhouette qui peut représenter un danger, mais c'est dans le même temps un espoir de retour vers la surface. Voyons maintenant la vidéo. Oscar est dans une pièce éclairée, complètement différente des tunnels et des pièces bétonnées qu'il a arpentées durant les heures précédentes. J'ignore complètement à quoi elle peut bien servir, peut-être à stocker. Les espèces de placards que l'on voit ont l'air d'avoir des compartiments avec des portes grillagées. On n'a pas l'air de pouvoir y mettre grand chose, ce sont peut-être des casiers de vestiaire ou des étagères où l'on garde des dossiers. Sans ça, la pièce est étonnamment vide. À part ces rangements, eux aussi vides, il n'y a rien. Pas un bout de papier ou de plastique qui traîne. La propreté de l'endroit est vraiment surprenante, et c'est d'autant plus perturbant que la pièce n'a pas l'air d'être neuve. Si à la limite, elle n'avait pas été utilisée depuis sa construction, le fait qu'il n'y ait rien ne serait pas étonnant, je veux dire, elle vient d'être construite, c'est normal qu'elle soit vide. Mais ici on a l'impression qu'après de nombreuses utilisations, elle a été vidée, nettoyée puis abandonnée. Exactement l'inverse de la pièce sale qui, elle, avait été construite, remplie de mobilier, puis laissée et fortement dégradée. Peut-être même que le contenu de cette dernière provient de celle dans laquelle Oscar se trouve. En plus de ça, malgré la présence évidente de quelqu'un, la salle a l'air d'être propre, je veux dire, comme si on venait de la nettoyer. Pas une trace de pas, pas un grain de poussière, alors que les tunnels et les pièces précédentes sont insalubres et crasseuses. Mais parlons du reste de la vidéo. On voit Oscar avancer de manière assez saccadée, retenue, prudente. On saisit rapidement la cause, des bruits qui ressemblent à des chocs, deux objets qui s'entrechoquent. C'est peut-être une porte qui claque, mais le bruit est plus organique, moins mécanique. Comme quelqu'un qui cognerait un objet en bois contre une surface plus compacte, du béton ou du métal. Vu qu'on voit pas la source sonore, je peux pas affirmer que c'est ça. Ça pourrait être une centaine de choses différentes, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Oscar avance donc vers cette seconde pièce, elle aussi assez bizarre, assez mystérieuse dans son utilité.
Elle se trouve derrière une porte métallique, solide et épaisse, ouverte. La configuration de cette salle est peu montrée, mais on voit que d'un côté, il y a plusieurs rangées de cloisons en béton, comme des piliers, pas cylindriques mais rectangulaires et plutôt fins. Ils n'ont pas l'air d'avoir un usage déterminé, ils n'isolent pas ou ne cloisonnent pas vraiment la pièce en plusieurs espaces. Il y a un espace qui ressemble à une autre porte, différente de la première, mais je sais pas du tout s'il s'agit bien de cela, on n'arrive pas à bien voir. J'ai un pressentiment comme quoi cette salle est aussi vide que l'autre. Quoi qu'il en soit, Oscar éteint la lumière pour une raison que je n'arrive pas à déterminer pour l'instant. Les bruits n'ont pas l'air de provenir de cette pièce mais de plus loin. Cette deuxième pièce est peut-être une sorte de carrefour, d'échangeur, de distillateur qui pourrait mener vers d'autres tunnels, vers d'autres salles, comme une sorte de sas. En effet, imaginez un instant que les tunnels qu'Oscar vient de traverser ne sont qu'une petite partie de ce qui se trouve dans ces sous-sols, que c'est seulement un chemin vers la surface, comme les escaliers et les couloirs qui vous permettent de sortir de votre établissement scolaire ou de votre travail. Pour continuer l'analogie, cette pièce serait le hall qui conduirait vers d'autres escaliers, d'autres couloirs, d'autres salles. Ce sas pourrait d'ailleurs ne pas être le seul dans toute cette structure. Il est possible qu'il y ait des centaines de kilomètres de tunnels, des millions de salles, des centaines de milliers de gens dans ce monde souterrain. Leur but est encore vague, flou, et leur statut, officiel, clandestin, officieux, l'est tout autant. On ne sait pas non plus à quelle entité ils appartiennent. Un gouvernement, un ensemble de gouvernements, sont-ils encore utilisés ou non? Des vestiges de la guerre froide? De quel camp? Le camp états-unien ou soviétique? Peut-être pas des gouvernements, peut-être des entreprises, une ou plusieurs, peut-être des organismes paragouvernementaux. Dans quel domaine, dans quelle branche servent-ils? Espionnage, militaire, médical, bactériologique, atomique, religieux, plus obscur, moins légal? Ce sont des questions qu'on aurait pu se poser plus tôt, mais cette fois, on a eu un peu de temps pour le faire. Parce que la vidéo suivante est envoyée 1h45 après les précédentes. Il est maintenant 6h42. On ne sait pas si la vidéo a été postée hors connexion et a été envoyée quand du réseau a de nouveau été disponible, ou si, pendant plus d'1h30, Oscar n'a fait que marcher jusqu'à ce nouvel endroit. Décidément, ce que je vous ai demandé d'imaginer quand je parlais d'une structure tentaculaire s'est révélé réel. Car le lieu dans lequel se retrouve Oscar n'est pas seulement physique. C'est aussi le gouffre de l'esprit humain, celui où on tombe lorsqu'on est abandonné par sa raison, son équilibre mental, celui où on doute de la réalité qui nous entoure et même de sa propre existence, celui où les visions remplacent la vue, où les voix assourdissent les sons, où la solitude est soignée par la folie. C'est un endroit complètement dément et irrationnel, complètement insensé. C'est comme si on avait collé ensemble deux photos. D'un côté une caverne, de l'autre des murs en parpaing. Dans la vidéo, l'endroit est éclairé par la lampe d'Oscar, mais représentez-vous ce même lieu, dans une noirceur quasi totale, à travers les yeux de quelqu'un qui, à force d'y vivre, s'est habitué à l'obscurité. Quelqu'un qui, dans cette grotte sans lumière, a planté une croix qu'il ne peut même pas voir. C'est une image qui illustre parfaitement le désespoir et la folie de cet endroit. On peut une nouvelle fois théoriser sur cette croix. Est-ce que c'est pour marquer l'emplacement d'une tombe? Le sol a l'air dur, on a du mal à imaginer quelqu'un y creuser. Peut-être une tombe symbolique, sans corps, sans sépulture. Ou encore une tombe pour autre chose de plus abstrait. Pour l'espoir, complètement éteint de sortir d'ici, de la personne qui vit ou vivait dans cette caverne. Pour sa rationalité, son équilibre mental, qui l'ont abandonné. Pour son ancienne croyance, qu'il a délaissée pour en épouser une autre, qui s'est découverte à lui-même, une nouvelle divinité qui lui a révélé son but, sa destinée, le sort de ses prochains. J'exagère beaucoup, mais la religion, c'est un des derniers recours pour un homme poussé dans ses retranchements. Un espoir de survivre, même si on n'est pas croyant, on se dit que se tourner vers la foi peut être salvateur, que toutes ces années on s'est trompé et que finalement, il y a bien un esprit qui nous est supérieur et qui nous accueille dans ses bras pour nous éviter des souffrances ou une mort. Bref, revenons à des propos plus en lien avec ce que nous montre Oscar. Cette grotte semble avoir deux accès. L'un fait de murs de parpaing, une sorte de couloir construit par l'homme assez similaire à ce qu'on a vu jusque-là, et l'autre une voie naturelle, un chemin creusé par l'érosion il y a des millions d'années. La partie artificielle où Oscar se trouvait est sûrement reliée à cette grotte par le couloir de parpaing, il est probablement arrivé par ce chemin. Évidemment, durant les presque 2 heures qu'a passé Oscar sans donner de nouvelles, il a dû traverser de nouvelles pièces vides ou en désordre, franchir de nouveaux tunnels, grimper ou descendre d'autres échelles ou escaliers, etc. Mais tout indique qu'il n'a été confronté à rien de différent par rapport à avant, il l'aurait probablement filmé. Cette grotte constitue par conséquent une anomalie dans un parcours déjà suffisamment étrange. Néanmoins, à la fin de la vidéo, Oscar retourne en arrière pour trouver un autre chemin, par exemple. Passer par la grotte est peut-être trop risqué,
on pourrait aboutir à un cul-de-sac. Il aurait ensuite tourné en rond, tous les chemins le ramenant à la caverne. La seule autre voie possible serait le retour à la salle distillateur. Le seul choix qui s'offre à lui est donc de passer par le chemin naturel. Il y a d'ailleurs sûrement eu dans son chemin de réflexion la pensée qu'une caverne débouche à l'air libre, ce qui est probablement l'objectif d'Oscar, qui n'est plus, comme auparavant, de découvrir ce qui se cache sous la trappe de la station de relevage. Mais Oscar ne va pas sortir à l'air libre. Non. Il va encore se retrouver à l'intérieur, mais cette fois, dans un lieu plus familier que les dédales de béton. Je vous laisse voir par vous-même de quoi il s'agit. C'est la dernière chose à laquelle on peut s'attendre. Enfin, vu la bizarrerie des lieux précédents, on aurait pu prévoir quelque chose de cet acabit. Pour résumer ce que vous venez de voir, Oscar se trouve à l'étage d'une maison assez ancienne, lambrissée à mi-hauteur par du bois peint, comme les marches en jaune orangé, des murs au papier peint avec des motifs colorés qui ressemblent à des fleurs, un sol carrelé de noir et blanc. Évidemment, tout est sale et poussiéreux. La peinture a l'air suffisamment récente, elle ne paraît pas écaillée, mais les papiers peints, eux, ont l'air de dater, et le sol encore plus. L'escalier débouche dans une sorte de couloir. On voit pas vraiment de pièces, tout a l'air assez vide et laissé à l'abandon. Et c'est la dernière vidéo envoyée par Oscar. Juste une maison ancienne, plongée dans l'obscurité, à une centaine de mètres sous terre. Pas plus d'indications, pas de commentaires, rien. La dernière vidéo, oui, mais pas le dernier média. Car Oscar, dans cette maison, dans une pièce, à un autre étage, va trouver une boîte poussiéreuse, mais relativement moderne par rapport à la maison. Et c'est le contenu de cette boîte qui va constituer les derniers éléments transmis par Oscar sous forme de photos. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, et vous allez comprendre, enfin j'espère, pourquoi j'ai décrit si précisément chacune de ces vidéos, pourquoi j'ai posé tant d'interrogations. Bon, commençons par la première photo. C'est une boîte en plastique grise, de taille moyenne. Deuxième photo, la boîte ouverte. Il y a des papiers, des notes prises sur des feuilles volantes, des pochettes en papier de couleur vive, des affiches, etc. Troisième photo, une des pages de notes à l'écriture peu lisible, avec beaucoup de ratures. C'est difficile à lire, mais on parvient à distinguer certains mots. Quatrième photo, une affiche dans une pochette plastique transparente. On ne voit pas grand chose, elle ressemble à ces affiches Vigipirate qu'on voit un peu partout, mais différentes. Elle a l'air d'avoir été photocopiée à plusieurs reprises. Le logo en bas à droite est totalement inconnu, il semble représenter un homme et son ombre, ou quelqu'un derrière lui. On a un peu de mal à le voir. Cinquième photo. L'une des pochettes en papier, fermée. Il y a la mention privée N6 dessus. Les photos 6, 7 et 8 montrent le contenu du dossier. Sixième photo. Une page d'avertissement annonçant que seul le personnel accrédité peut lire ce dossier. Dans le cas échéant, il faut reposer le dossier à son emplacement initial ou signaler au personnel accrédité un manquement dans le règlement si les documents se trouvent hors de la zone qui leur est réservée. En cas de lecture sans autorisation, la personne se verra condamnée à plusieurs dizaines d'années de prison et une amende assez conséquente. Septième photo. Une sorte de fiche médicale. Plusieurs informations sont cachées par des bandes noires. Il existe sans doute une copie avec plus d'informations pour une accréditation plus haute. La photo est manquante. De nombreux espaces blancs servant à noter les informations sont une suite de points d'interrogation ou sont incomplets, comme si les caractéristiques de la personne n'étaient pas connues. Par exemple, la taille, l'âge, le poids ne sont pas renseignés, pas plus que le sexe. Tout ce qui concerne la naissance, comme son lieu ou sa date, sont censurés. Il n'y a pas non plus de prénom ou de nom, seulement une série de chiffres. Il y a une grande zone de texte entièrement noire qui servait sûrement à faire des remarques ou des observations. C'est à se demander l'utilité de cette fiche. On a accès à un nombre restreint d'informations et la plupart ne sont pas connues. Huitième photo. Une page entière couverte d'une suite de lettres, une séquence ADN. Il semble manquer des lettres, le G et le T. Soit il s'agit d'une erreur, soit la personne traitée dans ce dossier présente une anomalie génétique assez hallucinante. Neuvième photo. Une autre pochette en papier, toujours avec la mention privée, mais cette fois suivie de N12. Dixième photo. La même page d'avertissement que précédemment. Onzième photo. Une page de titre avec un nom de code. D2P L2G.
suivi de numéros semblables à ceux qui remplaçaient les noms et prénoms du dossier précédent. 12e photo. Une fiche médicale, cette fois non censurée. Les éléments comme la taille, l'âge, le poids, sont eux aussi marqués de points d'interrogation. Le lieu de naissance n'est pas une ville, mais des numéros. La date de naissance est cette fois dévoilée. Le 15-6-2022. Cette fois il y a une photo, mais elle ne représente pas grand-chose. Un visage, en noir et blanc, sans trait caractérisant, on ne saurait même pas dire si c'est un homme ou une femme. La zone de texte est remplie aux 3/4 par une écriture difficilement lisible qui rappelle celle de la page de notes. Je vais vous lire ce que j'ai réussi à distinguer. Comportement instable comme chez un numéro et un numéro. Test reflet négatif, semble hostile à l'égard de son soi reflété, pas d'identification à celui-ci. A tenté d'ôter le masque de RZ lors d'une expérience de sociabilisation avec un numéro. Expérience immédiatement interrompue. Quarantaine des deux sujets. Application de la procédure A44, confère manuel de sécurité et procédure DPPLGG, volume 1, édition 2007. RZ placé en isolation, thérapie de 2 semaines avant réintégration. Pas de séquelles physiques ou psychologiques. 3 tentatives d'éducation sous calmant, échec des 3. Alors, c'est assez flou, mais ça nous en apprend un peu plus sur toute cette structure. Il s'agirait d'une zone d'expérimentation, de test, sur des individus assez particuliers. La personne qui a écrit ce rapport n'a pas l'air de les considérer comme des humains, ou du moins, des humains qu'on pourrait définir comme sains, entre guillemets. Il pourrait s'agir d'hommes primitifs, hostiles à la civilisation, ou des personnes atteintes de troubles mentaux. Il semble avoir des comportements assez bestiaux, violents envers tout type de stimulus ou manifestations extérieures. Il est évoqué par exemple un test reflet et de soi reflété. Je suppose qu'on parle d'un miroir. L'individu testé a l'air d'avoir une dépersonnalisation, comme le fait de ne pas se reconnaître lorsqu'on se regarde dans un miroir, ou l'impression de se voir de l'extérieur comme une autre personne. C'est quelque chose qui peut infliger de profondes séquelles, un rejet de soi, un refus d'accepter son existence, bref, on peut très rapidement arriver à des réactions très dangereuses, voire létales, de la part des concernés. On apprend aussi qu'il y a eu une expérience de sociabilisation avec un autre cobaye qui aurait mal tourné. Je ne sais pas vraiment en quoi consiste cette expérience, mais j'imagine qu'il s'agit de voir si on peut établir une communication entre ces deux personnes. Comme elles sont semblables, ou supposées comme telles, on peut théoriser qu'elles échangeront sur la base d'une similarité. On ignore si cette expérience est une réussite ou non. En effet, l'agression d'un certain RZ est peut-être le fruit d'une collaboration entre ces deux êtres, une décision prise après une conciliation, ou au contraire, une initiative personnelle de la part d'un des deux. En tout cas, l'interruption de ce test n'a pas l'air de résulter de l'agression physique, mais du fait d'essayer d'enlever le masque de ce RZ. Il semble même y avoir un protocole à suivre si une situation de ce type venait à se produire, la procédure A44. Je peux déjà vous garantir que vous en saurez plus un peu plus tard. Le dernier détail qui nous intéresse sont les 3 tentatives d'éducation sous calmant, tout échoué. Le terme éducation a l'air d'être utilisé comme substitut à soumission, contrôle, et les autres termes qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'éducation entre guillemets. Bon, maintenant je vais vous révéler quelque chose. J'ai fait comme si j'ignorais ce que voulait dire le sigle D de P, L de G, alors qu'en réalité, il est facilement compréhensible si on a toutes les cartes en main. Or, je vous en ai caché une. Je vous la montre. Réagir en cas de doppelganger. D de P, L de G. Maintenant, vous allez me demander ce que veut dire doppelganger. Eh bien, c'est l'heure d'un second cours d'histoire. Doppel signifie double, et ganger, qui veut dire marcheur ou personne qui fréquente régulièrement certains endroits, une sorte de synonyme d'amateur. Comme on dirait, c'est un amateur de cinéma, il fréquente donc souvent les salles de cinéma. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait dire qu'un doppelganger est un double qui va aux mêmes endroits que la personne dont il est le double. Même si le mot est pour la première fois évoqué dans le roman Siebenkase, publié en 1796 et qui traite d'un homme, Siebenkase, malheureux dans son mariage, qui va voir son ami, Leibgeber, nom qui signifie donneur de corps, qui est son sosie, ou, vous l'aurez compris, son doppelganger, pour trouver une solution à son problème. Celui-ci propose de simuler sa mort pour commencer une nouvelle vie, ce que Siebenkase va faire. Quelques années plus tôt, Francis Grose, dans son glossaire provincial, définit le mot fetch comme l'apparition d'une personne vivante. C'est assez flou, mais ça pourrait vouloir dire l'apparition d'une autre personne identique à une autre qui est déjà en vie.
Le fetch partage une caractéristique que je n'ai pas encore évoquée avec le doppelganger. Ce sont tous les deux des signes de mort. Si vous croisez le doppelganger de quelqu'un, c'est un signe qu'il va bientôt mourir. Bien sûr, vous pouvez ne pas savoir qu'il s'agit d'un doppelganger, mais mettons que si vous venez de quitter la personne et que vous la croisez arrivant dans le sens inverse, c'est que c'est probablement un doppelganger. L'aspect prémonitoire, annonciateur d'un double, n'est pas un cas unique dans les folklores et mythes, notamment germaniques, celtiques ou nordiques. Par exemple, l'Etiainen, du folklore finnois, est une image d'une personne, ou alors une simple impression qui se manifeste mais qui n'a pas eu lieu pour l'instant. Pour clarifier, voilà une situation dans laquelle se manifeste l'Etiainen. La sonnette d'une porte résonne, mais qui n'a en fait pas sonné, mais qui le fait quelques instants plus tard. Une porte qui s'ouvre, mais qui en fait reste fermée et ne va s'ouvrir que plus tard. Ou une personne qui arrive, mais n'est en fait pas là, qui fait certaines actions qui vont être faites, mais plus tard. C'est abstrait comme explication, mais je suis sûr que vous pouvez l'imaginer. Pensez ça comme une sorte d'impression de déjà-vu inversée. Il y a aussi le cas du Vardøger scandinave, qui est une voix, une odeur, une apparence, un comportement d'une personne présent avant même qu'elle n'arrive. Un peu comme cette sensation, lorsque vous rentrez chez vous, vous pensez que, par exemple, l'un de vos frères ou sœurs, ou parents, est déjà là, mais il n'arrive que seulement plus tard. On a pourtant cette sensation qu'il ou elle est déjà là, sans l'avoir vu. Bref, on a évoqué le fait de croiser le doppelganger de quelqu'un d'autre, mais que se passe-t-il lorsqu'on croise le nôtre ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce type d'apparition rime souvent avec une mauvaise nouvelle, souvent la mort. Dans cette situation, c'est la même chose. Votre doppelganger essaiera de vous tuer pour qu'il ne reste plus que l'un de vous deux. Reconnaître un doppelganger est compliqué, mais c'est néanmoins possible. Les doppelgangers copient certes l'apparence d'autrui, mais de manière imparfaite. Il y aura toujours des détails qui différeront entre la personne normale et son double. Des cheveux ou des yeux un peu plus clairs ou plus foncés, un nez ou une bouche plus petite ou plus grande, la forme du corps qui change à peine, légèrement plus grand ou plus petit, plus large ou plus étroit, etc. En dehors de l'aspect physique, le comportement lui aussi change. Les doppelgangers ont des tendances agressives aussi. Si la personne copiée est originellement calme, le contraste est assez fort. Les moyens qu'ils utilisent pour se métamorphoser en quelqu'un d'autre est obscur. Dans le folklore, cela est sûrement justifié par de la magie ou un sortilège, mais scientifiquement, les explications ne sont pas abondantes. Il y a bien sûr dans la nature des animaux qui utilisent la mimésis pour chasser ou se protéger, comme les poissons rochers, les menthes religieuses, les seiches, certaines pieuvres, mais il ne semble pas y avoir d'espèces qui peuvent remodeler leur corps à la manière des doppelgangers. Il peut évidemment s'agir de mimésis en utilisant le visage comme une interface ou un écran qui projetterait une image du visage copié, le reste du corps simulant se limiter en se tordant ou en se voûtant, se servant de trompe-l'œil ou d'illusion visuelle pour tromper. Mais on peut aussi envisager dans notre cas un humain modifié, voire un humain artificiel qui pourrait à sa guise déformer ses muscles et ses os. Tout cela n'est que conjecture et la solution ne sera sûrement pas dévoilée avant longtemps, si elle l'est, mais l'omniprésence dans le folklore de cette figure du voleur de visage et paradoxalement sa présence dans des lieux d'expérimentation souterrains brouille l'origine des doppelgangers. Bon, maintenant que vous savez tout ça, on va revenir un peu en arrière et comparer les infos qu'on a désormais avec les détails de certaines vidéos. La citerne qui a fui et inondé l'un des sous-sols peut être l'une des raisons pour laquelle cet endroit, ou cette section de l'endroit, est abandonné. Même si Oscar ne s'est pas heurté à d'autres pièces inondées, l'endroit a sans doute été évacué par mesure de sécurité. On a déjà beaucoup reparlé de la pièce complètement saccagée, et tout ce qu'on peut rajouter, c'est que la pièce a probablement été mise dans cet état par un doppelganger. La vidéo du cri n'est maintenant plus un mystère. C'est à présent assez clair que la réponse au cri d'Oscar provient d'un doppelganger. Il n'a sans doute pas encore pris l'apparence d'Oscar, car il ne l'a pas croisé, mais il a tout de même réussi à reproduire sa voix. Vidéo suivante, celle où l'on voit pour la première fois quelqu'un d'autre dans les tunnels. Et ce quelqu'un d'autre, vous l'imaginez, c'est sûrement un doppelganger. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on ignorait ce qui s'était passé entre la vidéo du cri et celle-ci. Peut-être que durant cette plage de temps, Oscar a pu voir la métamorphose du doppelganger en une autre identité. Pas nécessairement une personne vivante, un corps sans vie qu'il aurait croisé pourrait, je pense, faire l'affaire. Et Oscar aurait pu assister à cette transformation. Ce qui m'amène à cette phrase au sens mystérieux que j'avais auparavant soulevé. On n'est pas seul. J'avais interrogé la tournure de cette phrase comme pouvant signifier « on n'est pas les seuls », le sens du lait restant obscur. Ce lait pourrait-il vouloir dire les seuls à avoir une forme humaine, les seuls humanoïdes ?
C'est très probable dans ce cas de figure. Après, ça reste une hypothèse subjective, il y a sûrement d'autres explications possibles, et je ne les exclus pas non plus. Par exemple, cette phrase pourrait aussi signifier on n'est pas les seuls, dans le sens on n'est pas unique, chacun individuellement, il existe des formes de vie qui peuvent prendre notre aspect, notre visage, copier notre corps, voler notre identité. C'est une hypothèse que j'aime bien, mais elle est probablement trop réfléchie pour une simple phrase. Je n'ai rien à dire de particulier sur la vidéo suivante, si ce n'est qu'Oscar éteint peut-être la lumière pour que le doppelganger, où qu'il soit, ne puisse pas le voir et donc voler son apparence. La vidéo de la caverne reste toujours aussi vague, je n'ai rien à rajouter à part le fait qu'il n'est pas possible de savoir si la personne qui a vécu ici est un doppelganger ou une des personnes qui travaillaient ici. Pour couper la poire en deux, ça peut être un doppelganger qui a revêtu l'apparence d'une des personnes qui travaillaient ici et qui a donc adopté sa manière de penser et d'agir. C'est difficile de penser qu'une forme de vie non humaine puisse connaître la croix et toute la symbolique religieuse et culturelle autour, mais je ne suis pas un expert en la matière donc je n'affirme rien. Autre précision, il est fort probable que le doppelganger présent dans ces sous-sols ne soit pas seul. Oscar a trouvé au moins 2 dossiers de doppelgangers différents, il n'est pas impossible que ceux-ci, ou peut-être d'autres, soient restés ici. Enfin, la dernière vidéo, celle de la maison, montre sans doute le lieu d'habitation de certaines personnes haut placées dans la hiérarchie, certains scientifiques ou chefs de département par exemple. On n'a aucun indice pour la fonction de la maison, mais c'est une supposition qui, je pense, peut convenir. Maintenant on va passer au dernier mot d'Oscar dans le groupe. Un dernier message, envoyé à 8h12. Pas un miroir. Je pense que le sens des mots est assez clair et qu'avec tout ce que vous avez vu, j'ai pas forcément besoin de... Je tiens enfin à rappeler que tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est en aucun cas réel. Les doppelgangers n'existent pas. N'oubliez pas, tout ceci n'est qu'une fiction. 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 Tout ceci n'est tout ceci n'est qu'une fiction. 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 Tout ceci n'est qu'une fiction.